réalisateur, quand il crée des films, il ne crée pas ça pour être vu sur un écran de 10 cm de large comme un téléphone. C'est fait pour être vu sur un écran de 10 mètres de large, avec du son qui vient de partout. Il y a une ambiance, puis il y a une enveloppe qui nous enveloppe, justement, qui nous tombe dessus là, quand on embarque dans un film comme ça. On peut pas réussir à embarquer de la même façon avec un écran, avec une lumière bleu pâle d'ordinateur, une lumière artificielle comme ça. Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Ici, j'invite les pros du cinéma à partager avec vous leur méthode de travail. De l'écriture à la sortie d'un film, comment ne pas baisser les bras quand ça coince. Bonne écoute! Mario, tu es directeur général des cinémas Beaubien du Parc et du Musée. Donc, ce sont 3 cinémas basés à Montréal. Oui. Tu soutiens beaucoup le cinéma québécois et tu soutiens beaucoup le cinéma d'auteur. Et je tiens à le souligner, tu m'as aussi donné ma première chance quand j'ai lancé Ciné Tapis Rouge. Et oui. Donc, tu as vraiment cru en mon projet et tu m'as toujours énormément encouragé. Donc, je profite de mon émission pour te dire encore un chaleureux merci, Mario. Écoute, je vais les prendre les merci, mais c'est pas, je suis pas tout seul dans cette affaire-là. C'est le cinéma Beaubien. D'abord, à l'origine, il y a presque 20 ans, c'est le projet de plusieurs personnes. Et dans nos objectifs, dans notre mission, on voulait supporter la diffusion d'un cinéma différent. Et ce que tu nous proposais entrait tout à fait dans le cadre de ce qu'on cherchait. Puis là, après ça, il s'agissait juste d'unir nos efforts pour que on aille chercher une clientèle pour être présent à ce que tu nous proposais, à ce que tu proposais au public. Puis, plusieurs années plus tard, on est encore là. Oui, justement, Ciné Tapis Rouge est encore en pleine forme. Alors, j'allais oser te dire, tu as fait un bon investissement. Tout à fait. Donc, merci encore. C'est le genre d'investissement qu'on aime faire. C'est gentil. Mario, donc, évidemment, on le sait, les salles sont fermées depuis un certain temps ici au Québec. En fait, elles ont fermé. Il y a eu une réouverture. Elles ont refermé. Selon mes infos, je pense que c'est pas mal la même chose ailleurs sur la planète. J'imagine que tu dois te poser 10 000 questions à tous les jours. Tu dois évaluer à peu près 10 000 scénarios, faire un travail colossal en amont pour que tu t'organises quand le feu vert sera donné. C'est certainement un des moments les plus exigeants de ta carrière. Qu'est-ce que tu fais pour évacuer ce stress et cette pression? Oh là là. Je cuisine. Oui. J'organise des sessions en ligne avec mes petits-fils. Je prends des marches. J'essaie de faire d'autres choses, mais ça passe par la famille. Beaucoup. Mais j'avoue que maintenant, presque 10 mois plus tard, on a pris comme une espèce de rythme qui est plus qui est moins malsain, disons. Parce qu'au début, c'était vraiment la panique totale. On n'a jamais vécu ça. Et hier, il y avait à la radio le directeur du musée Grévin à Paris qui disait que le musée Grévin était fermé maintenant avec la COVID-19 depuis plus longtemps qu'il avait été fermé pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Ah, oui. Donc, c'est pareil pour les cinémas. Les cinémas n'ont jamais fermé aussi longtemps, partout en même temps. Exact. Donc, il y a... Au début, une des premières entrevues que j'avais données à un journaliste quand on a fermé au mois de mars dernier, c'était écoutez, il n'y a pas de manuel d'instruction pour pouvoir à passer à travers ce qu'il y a là. Donc, on inventait, puis inventer, ça surchauffe les méninges. Et à un moment donné, là, c'est ça, il a fallu qu'on trouve des moyens pour se libérer de la pression. Je suis pas étonné aujourd'hui qu'on dise qu'il y a des problèmes de santé mentale qui éclatent, qui poussent partout. Je pense que c'est l'aboutissement de tout ça. C'est le fait de fonctionner, de plonger dans le vide et de pas avoir d'objectif. Tu as dit tantôt dans ta présentation que j'élaborais des scénarios. J'élabore pas des scénarios, j'en ai un, mais tout ce qu'on fait, c'est de reporter la date. On ouvre dans 2 semaines, on ouvre dans 1 mois, on ouvre dans 3 mois. Donc, de 2 semaines en 2 semaines, on est reporté la date de reprise des activités interportées. Bon,
ce qui a occupé beaucoup de mon temps, c'est de faire des maudits, je suis poli, là, budget, Oui. Puis dire, OK, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec la trésorerie, le cash flow? Bon, on a de l'argent en banque, on est capable voici ce qu'on est capable de faire avec les entrées prévues, avec les sorties prévues ou à prévoir. Mais là, OK, on met une date de reprise des activités dans un mois. On va rouvrir à quelles conditions? Il y a toutes ces questions que tu te poses, là. Exactement. C'est ça qui me plaît beaucoup de mon temps. Mario, je sais que, et bon, on se connaît quand même assez bien. Je sais que tu travailles énormément. Tu dédies, en tout cas, je sais que la famille est très importante pour toi, mais tu dédies quand même une grande partie de ton temps au travail. Est-ce que tu es un couche-tard lève-tôt? Je suis, bon, au grand désespoir de ma blonde, Oui. je suis un gars qui se contente et qui est capable de bien fonctionner avec très peu d'heures de sommeil. Donc, pour moi, 5-6 heures de sommeil, 5 heures de sommeil, là, 6 heures, là, 6 heures, je fais la grasse matinée. Tu recharges tes batteries avec 6 heures. Oui, oui. Mais ça m'est arrivé depuis quelques mois d'avoir quelques journées où je faisais des 10 heures, puis là, je me regardais en me réveillant pour savoir si j'avais pas attrapé des plaies de lit, parce que pour moi, c'est vraiment pas habituel. Oui. Donc, je suis chanceux, je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. OK. Donc, tu dois avoir un sommeil profond assez réparateur. Oh, probablement, oui. Et quand tu es en vacances ou quand tu t'accordes des pauses, est-ce que et j'ai hâte d'entendre tes trucs parce que moi, je sais que j'ai de la misère à décrocher quand je suis en vacances ou en congé, là. Est-ce que toi, tu y arrives? Non, ça, je ne peux pas. Et les cinémas, chacun des 3 cinémas, individuellement et collectivement, ce sont des entreprises à but non lucratif. Donc, je ne suis pas propriétaire du cinéma, mais j'en suis responsable. Toujours et d'ailleurs, c'est dans mon contrat de travail que ça dit que je suis responsable en tout temps des cinémas. Donc, même si je quitte, j'ai beaucoup de difficultés à décrocher complètement. Puis, malheureusement, ça fait que la technologie fait qu'aujourd'hui, c'est facile de partir avec son bureau dans les bagages. Donc, je garde toujours un lien, je garde toujours un œil, mais parallèlement à ça, je prépare ma sortie, je prépare ma retraite. J'ai annoncé au conseil d'administration, à leur demande d'ailleurs, parce que ils voulaient savoir comment planifier la succession, la suite des choses. Donc, on est en train de faire cette démarche-là. OK. Et j'imagine que tu commences à construire aussi en parallèle ta retraite, ce que Mario a envie de faire aussi pendant sa retraite. Tout à fait. Oui. J'imagine que tu vas aller voir certains films au cinéma. Écoute, c'est dans les conditions de mon départ. Là. Moi, je veux me garder des opportunités pour continuer à voir le plus de films possible dans une année. Oui. Ouais. Oui, parce qu'il y a ça aussi beaucoup qui m'occupe, puis on en profite. La semaine dernière, c'était les rendez-vous d'Unifrance. Chaque année, Unifrance nous invite à Paris pour aller visionner les films du début, les films français du début d'année. Puis c'est dans ça qu'on fait notre sélection. Alors, ça a été notre dernier voyage l'année dernière. Là, cette année, on a fait Unifrance à la maison sur le divan. Donc, on a écouté 13 films dans 4 jours. Ça aussi, ça occupe et ça libère beaucoup de pression. Donc, on a fait quelques festivals comme ça. On a fait Cannes, on a fait Toronto, on a fait Cinémania, on vient de faire des rendez-vous. Plus les fournisseurs, les distributeurs et les distributeurs d'ici qui nous envoient des liens. Donc, on s'arrange toujours pour visionner 2, 3, 4 films par semaine. Et ça aussi, ça aide à changer les idées. Mais en même temps, ça rajoute à la pression parce qu'on se dit, merde, j'ai hâte de faire découvrir ce film-là au public des cinémas. Ah ben oui, c'est ça. Restons dans le sujet de la programmation parce que, bon, on le sait, la salle a quand même une grande responsabilité dans la défense des œuvres. Comment tu choisis tes films? Comment tu construis une programmation? D'abord, première prémisse d'abord et avant tout, c'est qu'il faut que le film soit disponible. Pour présenter un film dans une salle au Québec, il faut qu'il y ait un ayant droit qui confie les droits d'exploitation en salle à quelqu'un, un distributeur ou à nous directement. Donc, on regarde
la production récente, puis on essaie après ça d'évaluer le potentiel en fonction des coûts, bien sûr. Puis là, on regarde dans ce qui est là. Puis ça se fait aussi en collaboration avec les distributeurs qui, eux, élaborent leur stratégie de mise en marché en fonction des festivals, en fonction de tout un paquet de facteurs. Entre autres, la compétition, si on veut, là, regarder les autres films qui sont présentés puis qui voudraient sortir en même temps ou pas. Donc, c'est un petit peu comme aller au marché puis regarder qu'est-ce que les producteurs, les maraîchers mettent sur leurs étals. Et puis dire, ça, je pense que ce fruit, ce légume-là, cette viande-là, ce produit-là pourra plaire à telle ou telle partie de notre clientèle. Comme on a les 3 cinémas, nous, ce qu'on fait, c'est dire, ça irait bien au musée, ça irait bien au parc, ça irait bien au Beau-Bien, puis ça va aller chercher tel type de clientèle, puis on pense qu'il va y avoir tant de personnes sur tant de semaines. Donc, on fait des évaluations comme ça. Tu y vas un peu aussi instinctivement ou évidemment à la lumière de toute ton expérience aussi? Totalement instinctivement. Je connais personne dans l'industrie qui n'a pas, à quelque part dans son placard, là, une histoire de s'être trompé royalement, dans un sens comme dans l'autre. Et quand tu visionnes des films, est-ce que certains films, est-ce qu'ils sont nécessairement terminés, les films, ou ça t'arrive de visionner un film qui est encore à l'étape de la post-production? Donc, il n'est pas encore, pour les gens qui savent pas ce que c'est la post-prod, là, c'est pas final. Le montage est fait, mais il n'y a pas le mix sonore ou il n'y a pas la colo. Je vais aller plus loin que ça, Vanessa. Je vais te dire qu'il m'arrive de lire des scénarios, donc des films qui ne sont pas encore faits. OK, c'est pas évident. Puis de dire, wow, si tu livres la marchandise, bien sûr, parce qu'il y a parfois un écart entre ce qui est sur papier et ce qui va se retrouver à l'écran. Mais de lire un scénario puis de dire, wow, ça va être bon, ou ça ne le sera pas. Mais la plupart du temps, on n'est pas loin du produit final. Le plus possible. Prêt à... OK. Et tu travailles avec quels outils quand tu fais tes programmations? J'imagine que, avec les années, tu as affiné tout ça. On parle de fichiers Excel ou comment tu rentres tout ça, évidemment, à l'ordinateur. As-tu une façon vraiment à toi de travailler? Papier et le crayon. OK. Oui, surtout. Ouais. J'ai toujours un carnet de notes là, que je traîne là, partout dans mes bureaux, virtuels ou pas. OK. Puis j'écris beaucoup. J'ai comme une espèce de mémoire visuelle. Puis quand je l'écris, je me souviens dans quelle couleur de crayon j'avais, puis sur quelle page je l'ai écrit. Là. Fait que je me mets des points de repère comme ça. Mais sinon, oui, tu as raison, c'est un chiffrier Excel. Puis c'est des chiffriers Excel qu'on se partage aussi avec différentes personnes. Nous, on a nos outils à nous à l'interne, mais on a des outils aussi qu'on partage avec d'autres personnes. Puis il y a certains de ces outils-là aussi qui sont publics. Et à partir du moment où, je sais pas moi, un distributeur va annoncer, hier ou avant-hier, là, il a annoncé la date de sortie de Aline, le 21 novembre, je pense. Ben là, on essaie de limiter le nombre d'outils où on l'écrit. Là. Fait que là, on l'a mis dans notre fichier maître. Fait que là, on sait que tout le monde dans l'équipe, que c'est la date de sortie qui est là, c'est la date qui a été annoncée. Puis on va bâtir notre calendrier autour de tout ça. Si on prend le film ou pas, bien sûr. Oui, d'accord, OK. Et ça t'arrive sûrement de te faire approcher par des réalisateurs, des réalisatrices qui n'ont pas forcément des distributeurs. Donc, comment fonctionne à partir de ce moment-là? Bien, ça nous arrive de temps en temps, sauf que la distribution, c'est un métier. Puis c'est un métier important. Puis c'est quelque chose qui s'improvise pas. Il y a les distributeurs, là, c'est parfois là, on se dit pourquoi cet entremetteur-là est là, mais quand ils font leur travail et quand ils le font bien, il y a des choses à faire. Oui, effectivement, il y a des producteurs ou des réalisateurs qui vont m'appeler puis qui vont me dire, OK, bon, j'ai ce film-là, bon, parfait. Tu as une affiche, as-tu une bande-annonce? As-tu du matériel promotionnel? As-tu pensé à faire des visionnements de presse? As-tu pensé à tout ce qu'un distributeur doit faire pour faire connaître le film? Puis là, ils disent non, c'est ça. Toi, tu es réalisateur, toi, tu es producteur, réalise, produit. Donne donc ton film à un distributeur pour être capable de le faire.
Bon, je l'ai fait, dans ma longue carrière, j'ai travaillé quelques fois pour quelques distributeurs, donc je sais ce qu'il faut faire. Alors, je suis capable de vérifier avec la personne qui nous approcherait si OK. elle a fait ou elle veut faire la job. Puis sinon, ce qu'on fait beaucoup, puis bon, tu vois, je te parlais des rendez-vous de l'Unifrance tantôt, ce qu'on fait, c'est beaucoup de regarder un film et de dire, ce film-là, là, il me semble que c'est le genre de Action Film, Maison Quartière, Café Ah oui, tu d'Amérique, arrives à Film voir avec. Série, tout ça. Ouais. On connaît le portefeuille de chacun, les atomes crochus de chacun, les forces de chacun, comment Ouais. chacun des distributeurs a sa signature. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser passer le message à ce distributeur-là. Bon, on va dire, hey, coudon, Antoine, coudon, Armand, coudon, Louis, as-tu vu ce film-là? Nous autres, on l'a vu. Puis, si le prix est correct, puis tu penses en faire l'acquisition, moi, je pourrais te le prendre au Beaubien, au parc, au musée pour tant de semaines. Donc, ça leur donne à eux Oui, d'accord. OK. une espèce de garantie de certains revenus. Après ça, bon, c'est à eux de décider ou pas. Oui, OK. Donc, c'est des scénarios que tu as déjà Oh vécu. oui, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Puis l'inverse aussi est vrai parce que quelquefois, les distributeurs vont nous envoyer des liens. Je te disais tantôt là, ce qu'on fait pour passer le temps. Là. Les distributeurs vont nous envoyer un lien puis ils vont nous dire hey, on me propose tel film, va donc voir ce que tu en penses, puis on échange après si on pense que ça vaut la peine ou pas. OK. Bien sûr, à ce moment-là, là, on se transforme en méchant comptable, puis c'est souvent ça c'est au-delà de la qualité artistique d'un film. Est-ce que tu as certaines routines dans ta semaine? Tu sais? Est-ce que, je sais pas, il y a une journée qui est dédiée à faire une tâche spécifique ou visionner des films, c'est dans une journée en particulier ou meeting une journée en particulier? Comment tu fonctionnes? Ben, en temps normal, bien sûr. Oui, 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 oui. Puis, en temps normal, le Oui. calendrier de sortie de film dicte pas mal ce qu'on a à faire. Bon, les OK. films prennent l'affiche le vendredi, donc notre semaine commence le vendredi après les premières séances, puis on voit les résultats des films qui sont là. Fait que toute la fin de semaine, on monitore ça de loin. Quand je te disais OK. que c'était difficile de décrocher, là, Ah on oui, regarde oui. on regarde ce qui se passe au cinéma. C'est ça. S'ils sont trop occupés, on embarque dans l'auto et on s'en va leur donner un coup de main. Euh, OK. mais on regarde ça. Puis là, le lundi matin, ben, ça devient, hélas, bêtement mathématique. On classe les films par résultat. D'accord. Puis après ça, on regarde les sorties de la semaine. Donc, si j'ai un film à sortir, deux films à sortir, trois films à sortir, ben, il faut Ouais. que je libère les plages horaires de la semaine en cours pour faire de la place à ces nouveautés-là. Donc, on choisit les films qu'on garde ou qu'on garde pas. Et quand je dis on, c'est bien sûr le public qui a décidé hein, en venant voir les films ou pas. Si personne n'est venu voir un film, on le gardera pas pour rien. Et donc, on fait de la place comme ça, puis là, on bâtit l'horaire. Là, après ça, effectivement, comme tu disais, il y a une certaine routine là, de choses qu'on doit faire, construire les horaires, construire bon, préparer les sites web, les communiqués, la publicité, les promotions et tout ça. Parallèlement aussi, bon, évaluer avec les directeurs des opérations sur chacun des cinémas le potentiel du film. Donc, on dit, OK, ça, tu vas être occupé, c'est un film de personnes plus âgées, tu vas être occupé dimanche après-midi, puis tu vas être occupé lundi matin, puis on connaît nos heures où le public d'un certain âge fréquente plus. OK. Ou encore, on va dire, ah, ça, c'est un film pour les plus jeunes, pour les 18-25, tu vas être occupé le samedi soir. Donc, après ça, on bâtit l'horaire des employés. Donc, on dit, Oui. OK, on va avoir besoin de 2, 3, 4, 5 employés à telle heure à telle heure. On regarde les disponibilités des employés, puis là, on bâtit les horaires des employés, puis là, on se dit, OK, bon, ça, c'est un film à popcorn, ils vont manger beaucoup au comptoir, on fait des commandes de plus, ou on se dit, oh non, ça, ils mangeront pas beaucoup, ils vont consommer beaucoup de café, on commande du café. Donc, Ça, c'est beaucoup d'anticipation, hein. c'est C'est beaucoup, beaucoup. beaucoup d'anticipation. Mais tout ça, c'est dans le vide, là, parce qu'on ne le sait pas. Là, le vendredi matin, la critique sort, puis elle est assassine. Oui. On avait beau prévoir bien du monde, si les critiques n'ont pas aimé ça, puis que le message passe, il n'y aura plus personne dans la salle. Ouais. Ou le contraire.
c'est une critique dithyrambique, qu'on se retrouve Eh oui, avec c'est beaucoup ça. plus de monde que ce qu'on a prévu. On va chercher du personnel supplémentaire. Puis, Ah oui, mais donc, ça se fait rapidement tout ça, là. C'est très, très rapide, là, les changements que tu dois Ah oui, oui, effectuer. oui, oui, oui. On a une machine qui est bien huilée là-dedans. Là. Ah ouais. Je suis chanceux. Je touche du bois, ça paraît pas là. Mais j'ai une équipe qui est expérimentée, puis qui connaît ça, puis qui est capable de réagir rapidement. Donc, quelqu'un qui décide de s'ouvrir une salle, là, ben, disons aujourd'hui, peut-être pas en pleine pandémie, mais on va lui donner une chance, là, après la pandémie. Tu lui donnes quoi comme conseil? De s'associer avec, de trouver quelqu'un qui a de l'expérience. OK. C'est ce que les gens du cinéma Beaubien ont fait en 2001, parce que, bon, le comité de survie du cinéma Dauphin, à l'époque, c'était une quinzaine de résidents autour du cinéma, une quinzaine de personnes de Rosemont qui ont dit «Ah, on veut sauver notre cinéma!» Mais après ça, c'était «Oups, on fait comment?» Bon, c'est là qu'ils sont venus me chercher, puis Ouais. que je leur ai fait profiter de mon expérience. Mais je regarde, par exemple, mon ami Joël à Trois-Rivières, quand il a fait l'acquisition du cinéma il y a 2-3 ans, il a Ouais. gardé comme mentor et comme conseiller M. Frozy pendant plusieurs mois, le temps d'apprendre comment le cinéma fonctionnait. OK. Même chose pour Antoine Zang qui vient d'acheter le cinéma avant les films. Il a conservé Martin comme conseiller pendant plusieurs mois. C'est Donc, essentiel, en fait. C'est vraiment essentiel. ça ne s'improvise pas. Non, c'est ça. Il y a trop de détails. Ouais. Ben, C'est comme tu trop disais, fragile. il faut réagir tellement rapidement. C'est instinctif et tout. Donc, il faut s'appuyer quand même sur un certain professionnalisme. Mais je veux dire, les années d'expérience, on ne peut pas les inventer non plus. Il faut les vivre. Ah, c'est ça. Puis c'est pareil partout. Là. N'importe qui peut pas ouvrir un restaurant comme ça Ouais. là, du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on sait faire la cuisine comme il faut qu'on n'a pas une idée de la gestion des stocks, puis de la gestion des inventaires, puis de la gestion du personnel, puis toutes les tracasseries administratives aussi, parce que les demandes de permis, puis les rapports, puis tout l'aspect financier. Parce que bon, là, après ça, là, dans mon horaire, il faut que je pense aussi qu'il va y avoir des factures qui vont entrer ou des factures qui vont sortir. Puis là, il faut s'assurer qu'ils soient payés ou encaissés. Puis faut fournir des rapports aux partenaires financiers. Puis là, si on a des travaux à faire, faut mettre notre chapeau de construction. Puis là, faire prévoir là, OK, on devient plombier. Puis là, au tuyau dans le mur, où ils passent, puis qu'ils font, puis choisir l'éclairage, puis choisir la tuile, puis tout ça. Fait qu'on est plombier, on est électricien, on est aussi spécialiste technique parce que bon, faut s'occuper de présenter les films dans des conditions techniques parfaites. Donc, on connaît la projection. Fait qu'il faut être capable de faire les playlists, les montages de Ouais. programmes, puis s'assurer que les projecteurs fonctionnent comme il faut, puis les serveurs, puis tout ça. Puis à côté Ah, de ça, c'est tellement de faire. détails. Ah ouais, c'est quelque chose. Puis il faut rester pris aussi, parlons-en un peu des spectateurs qui sont quand même vachement importants dans toute cette équation. Mario, comment on va rééduquer les spectateurs après une crise comme celle que l'on vit? Comment tu vois ça? Même avant la crise, j'ai toujours dit, puis bon, OK, quand on a pris le Beaubien en 2001, je mettais ma belle cravate là, pour aller voir les banquiers pour qu'ils nous prêtent de l'argent, puis les banquiers nous disaient «Ah, pourquoi est-ce que vous investissez dans un cinéma? Il n'y a plus d'avenir dans le cinéma, là. Il y a des blockbusters puis des clubs Vidéotron à tous les coins de rue, puis là, tout le monde va rester chez eux pour écouter des DVD qu'ils vont aller chercher au club vidéo. Ouais. C'est fini, OK? Bon. Euh, 10 ans plus tard, Blockbuster avait fait faillite, Vidéotron est en train de fermer tous ses clubs, puis on est retourné voir les banquiers, puis là, les banquiers nous disaient «Ah, qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'avenir dans le cinéma, les cinémas vont tous fermer, ils vont avoir il y a Netflix, là, puis Super Écran, puis Tout.tv, puis tout ça, là, vidéo, Apple TV qui est là. Les gens vont rester chez eux, puis ils vont consommer des films sur leur ordinateur. Moi, je leur disais, écoutez, il y a 10 ans, vous m'avez dit ça à propos de Blockbuster, Vidéotron et les autres, puis ils ont fait faillite ou ils sont fermés. Ben, je reviendrai vous voir dans 10 ans pour savoir ce qu'il y aura de Netflix. Parce que l'humain est un homme qui aime vivre en tribu. Les gens Ouais. aiment se faire raconter des histoires et ils aiment être ensemble pour rire ensemble, pour pleurer ensemble, pour vivre ensemble.
Oui, et je pense aussi que certaines personnes en ont pris davantage conscience pendant la crise. En tout cas, moi, j'ai à visionner beaucoup de films pendant l'année, puis je te dirais que je suis à l'étape où je commence à être pas mal écœurée de visionner les, les films sur mon écran. J'ai vraiment hâte d'aller en salle, là. C'est de voir une optimisation là, du visionnement Oui, d'un film. parce qu'il y a ça aussi. Bon, il y a l'optimisation, comme tu dis, parce que les réalisateurs, quand ils créent des films, ils ne créent pas ça pour être vu sur un écran de 10 centimètres de large comme un téléphone. C'est Exact. fait pour être vu sur un écran de 10 mètres de large, Ouais. avec du son qui vient partout. Il y a une ambiance, puis il y a une enveloppe qui nous enveloppe, justement, qui nous tombe dessus là, quand on embarque dans un film comme ça. On ne peut pas réussir à embarquer de la même façon avec un écran, avec une lumière bleu pâle d'ordinateur, une lumière Et non, artificielle c'est comme ça. ça. Est-ce que les gens du milieu, honnêtement, est-ce que les gens du milieu vont au cinéma? Euh, certaines personnes, Ouais, certaines hein. personnes du milieu vont beaucoup au cinéma. Euh, Ceux qui y vont habituellement, ils vont. Ben, je pense que je viens de donner la réponse. Ouais, Ceux qui y vont beaucoup. c'est ça, c'est ça. Ceux qui y vont pas, ils y vont pas. C'est comme c'est pas une cause désespérée, mais presque là, ils iront pas. Puis c'est comme ça. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore des gens qui aiment ça. Et quand on pense à la rouverture des salles, est-ce que ce serait pas justement le premier public qui devrait être au rendez-vous quand on va, tu sais, on a affaire quand même à des gens qui ont besoin des salles. Au bout de l'équation, je veux dire, c'est des années de travail faire un film, c'est le rêve de vouloir le projeter à l'écran. Donc, j'ai l'impression que ça devrait être le premier public aussi à aller encourager les salles, aller les soutenir. Enfin, j'espère que vous serez tous au rendez-vous, honnêtement, à l'ouverture des salles. On a quand même notre responsabilité par rapport aux salles. Je pense que c'est important. Non, oui, effectivement, c'est bien que tout le monde le fasse. Mais bon, par rapport à la crise qu'on vit présentement, je pense qu'il y a une nouvelle normalité à écrire. Ouais. Et il faudra voir là, comment ça va se placer dans le nouvel ordre des choses pour tout le monde. Ça, on verra ce que ça va donner. Oui, je pense que c'est un peu comme au retour là, d'un jeûne. Là, il y a un appétit, il y a un manque là, qui va avoir à combler, mais on Ouais. va avoir besoin, ben, surtout, je pense à toi beaucoup là, dans ça. Ton passeport doit s'ennuyer d'être Oui. dans ton tiroir depuis si longtemps. Il n'a jamais été si peu utilisé. Ben, écoute, moi, Euh, j'ai géré ma dépression en mars-avril, là. Je te dirais que c'était pas drôle, mais c'est ça, tu vois, donc je suis allée vers des projets qui m'ont apporté un autre croustillant dans mon quotidien. Ouais, ben, mais c'est ça, tu vois, tu viens de donner la réponse. Tu t'es trouvé des projets qui t'ont apporté un autre croustillant. Donc, on a tous besoin de voyager. On a tous besoin d'aller Oui. au restaurant. Seigneur, moi, je m'ennuie des restaurants. On a hâte de voyager. J'ai hâte de revoir mes petits-fils puis d'aller Ah, c'est sûr. passer du temps avec eux. Ah, c'est Bon, là, on sûr. approche le festival de film pour enfants. La dernière activité qu'on a vécue avec eux, au Mm. mois de mars l'année dernière, les deux plus vieux sont venus passer 5 jours ici à Montréal avec nous. On a vu ensemble une quinzaine de films, là, chacun de leur barre, des films pour le plus vieux, des films pour celui du milieu. Puis, on a vu 15 films là, en 5 jours avec eux autres collés, puis on allait manger au restaurant après, puis le Ouais. lendemain matin, on déjeunait, puis on retournait voir des films, puis là, fou, bang, coupure, là, Ça manque, hein? on Ça les a vus deux manque. fois une demi-heure depuis, là, donc j'ai hâte de refaire un festival de films pour enfants avec eux. C'est sûr. Et en terminant, Mario, l'offre des films, bon, a beaucoup augmenté ces dernières années et donner le temps au public d'aller voir des films, est-ce que ça va être encore possible? Non, malheureusement, non. OK. Ah, c'est, Euh, wow, c'est et, vraiment et, triste. ouais. Et je pense que je reviens sur le marché. Quand il va falloir manger des asperges quand c'est la saison des asperges. On peut pas espérer avoir des Mm. asperges toute l'année. Donc, Ouais. va falloir profiter des films
quand ils sortent, parce que tu le dis, bon, il y a beaucoup plus de films qui sont produits et accessibles. C'est surtout ça, c'est surtout le bout accessible parce que bon, c'est les frais de lancement, les frais de copie. Une copie 35 mm, ça coûtait 2, 3, 4, 5 000 piastres ben, pas 5 000, ça coûtait 2, 3 000 piastres il y a 10 ans. Aujourd'hui, n'importe qui est capable de faire une copie des CP puis de nous envoyer ça par transfert électronique sans que ça coûte rien. Donc, on a réduit les coûts, on a augmenté la facilité, on a augmenté les capacités de post-production. On a fourni un paquet d'outils pour être capable de faire plus de films et plus de bons films. Donc, je pense que je vois même peut-être une augmentation du nombre de salles qui vont présenter des films différents dans les prochaines années. Okay. Là, présentement, il y avait beaucoup de films là, qui sortaient, malgré le fait que ce soit dans des multiplexes. Le même film pourrait prendre l'affiche sur 4, 5, 6 écrans dans le même complexe. Ben là, on risque d'y avoir 2, 3 films différents dans 2, 3 salles plutôt qu'un film dans 6 salles. Alors, il va y avoir ça. Mais tu as tout à fait raison, la durée d'exploitation du film va être beaucoup moins longue. Et ça, c'est beaucoup dû aussi aux autres plateformes qui, elles aussi, veulent de la nouveauté. Donc, il y a comme un roulement qui va se faire. Mais même pour les autres plateformes, après 2, 3 semaines, les films perdent de leur intérêt. En tout cas, écoute, moi, sincèrement, je crois vraiment et profondément à l'avenir des salles de cinéma. Je suis persuadée que les cinémas survivront et quand la vie normale reprendra son cours, on a tous très hâte, je garde profondément espoir que tout repartira, sincèrement. Et voilà, donc c'est émotif comme entrevue. Oui. Ça m'interpelle beaucoup, tu sais, parce que c'est pas rien, là, le positionnement des salles là, dans une société, puis pour la survie des films. Et, comment tu terminerais notre entrevue, Mario? Écoute, je pense que il y a de l'espoir. C'est comme je te disais tout à l'heure, on est sur une autoroute où on voit le panneau qui nous dit la sortie, mais ça ne nous dit pas la distance entre maintenant et le moment où on pourra sortir de cette autoroute-là. Mais on sait qu'on approche, on sait qu'il y a de l'espoir, on sait qu'il y a des choses qui se passent, on sait qu'il y a des mouvements un peu partout là, pour se donner les moyens, pour se prémunir de cette crise-là. Puis on aura appris aussi à comment gérer ça. Ce sera plus jamais pareil comme avant, mais ça va revenir. Il y a de l'espoir. On commence à avoir une petite lumière au bout du tunnel. En tout cas, merci en mon nom et au nom de beaucoup de gens, Mario, de nous offrir ces 3 cinémas importants à Montréal. Merci pour ton travail, ton dévouement. Merci beaucoup, mais sans vous, je ne serais rien. En tout cas, moi, je vais être là à l'ouverture, crois-moi. On t'attend. À bientôt. Au revoir. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Cinéritage est également disponible sur ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.